Dans l'épisode d'aujourd'hui, Elon Musk visite la Gigafactory de Berlin et en profite pour tester l'ID3 de Volkswagen. Apparemment, les véhicules électriques ne sont pas si polluants que ça et SN6 qui a réussi son saut de 150 mètres. Bienvenue dans le monde d'Elon. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui résume chaque semaine les actualités autour de l'écosystème des technologies pour créer un monde viable dans le futur. Je suis Mathias de Tesmania France et je suis en compagnie de Jérémy de Tesla Riviera. Salut, what's up? Très What's bien, up, toi. Mathias? Welcome to the US. Énormément d'actualités, on le dit chaque semaine, mais là, c'est vraiment Ouais, un truc de fou. c'est- On va essayer de faire un épisode le plus resserré possible, mais ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément de choses. Avant de commencer, donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Tesla Riviera et également sur les plateformes comme Spotify et iTunes. Les liens sont bien sûr en description et puis c'est sympa écouter ce podcast dans sa Tesla. Je pense que c'est la meilleure des options pour aller travailler. Et j'ai vu que la majorité des personnes qui nous écoutent en podcast nous écoutent via iTunes, donc suivi par Spotify. Donc c'est vraiment top. Profitez-en, vous pouvez nous écouter. Et si vous êtes intéressé par ces types de vidéos, n'hésitez pas à nous lâcher un grand pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup et ça nous donne du baume au cœur pour pouvoir continuer à réaliser ces épisodes hebdomadaires parce que ça fait beaucoup de travail chaque semaine, n'est-ce pas, Mathias? Absolument. Bon, aujourd'hui on va. Où veux-tu aller? On va à Berlin? Bon, allons à Allez. Berlin. Bon, vous savez que l'usine de Berlin, on vous a dit, on va vous présenter les avancées des usines. On a le Drive Unit, là où on construit, ils fabriquent les groupes motopropulseurs. On a un avancé où le toit, une partie du toit a été isolée. On a un mur qui a été terminé, donc la façade, parce que du coup, on a le mur de base. Et après, ils nous mettent ces petites tuiles pour la décoration, pour que ça soit plus joli. C'était assez sympa à regarder parce que j'ai vraiment suivi l'évolution. Et là, ils sont en train de faire la deuxième partie qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire parce qu'ils n'avaient pas reçu tous les piliers. Ils sont en train de finir le bâtiment. Sur la presse, ici, c'est la zone presse, on a des fondations qui continuent. Donc, à suivre, il y a de plus en plus d'activités. Sur le paint shop, qui est l'atelier peinture, on remarque quelques petits piliers en plus. On a même le toit qui commence à arriver. Il y a 2 étages là, il y a même 3 étages à certains endroits. Ouais, 3 étages. Et là, on voit sur une vidéo des salariés qui commencent à commencer à fabriquer le toit parce qu'il n'est pas forcément Ouais, ils font bien. l'isolation, là, l'étanchéité. Donc voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a quelque chose Il y d'autre? a, il y a une visite qui a été faite la semaine dernière, du coup. C'est ça, parce que puisqu'on a plein d'avancées, on a le corps blanc où on a un toit qui commence à être mis. On a notre cher ami Elon Musk, PDG de Tesla, qui a rendu visite aux salariés de Berlin et il a annoncé plein de choses. Déjà, première annonce, c'est que le modèle Y en Europe aura une toute nouvelle structure avec une nouvelle technologie de fabrication. Donc, on verra bien sur ce que ça va nous mener. Mais l'actualité qu'on a sur la technologie de fabrication, c'est qu'on a des presses assez révolutionnaires. Parce que vous savez, l'objectif de Tesla, c'est de proposer des véhicules de plus en plus abordables. Et pour pallier à cela, c'est de gagner de l'argent et de produire en grande quantité. Du coup, le bâtiment presse, on a quelques petites actualités autour de cela. Il sera composé de 8 gigapress. Donc, ces gigapress, on va le voir, c'est construit par un fournisseur italien. C'est le groupe Hydra. On n'est pas dans Marvel, mais on s'approche de ceux-là. C'est des presses massives et l'objectif, c'est de créer en une pièce plus tard en fait, la structure du modèle Y. Ça permet d'économiser de l'argent, d'économiser des matériaux parce qu'il y a moins de résidus, il n'y a quasiment aucun résidu, Aucun aucune déchet. Ouais. chute. Et surtout, c'est plus de 20% de sécurité pour les salariés. Donc, la sécurité, c'est quand même important dans ce type d'industrie. Et pour en fait parler globalement du fonctionnement de la presse, en fait, on injecte de l'aluminium sous forme liquide, on presse et puis… Enfin, il y a déjà une de ces presses qui est à Fremont, qui a servi pour faire l'arrière pour l'instant du modèle Y, si j'ai bien compris.
Ils ont réussi à rassembler 70 pièces en une. Et notamment, quand on regarde la chaîne de Sandy Munro, il a montré comment ça a été assemblé, ça. Et ça, je crois que ça donne plus de rigidité aussi à la structure de la voiture. Et ça allège aussi, donc, puisque la voiture est moins lourde, ça donc, renforce l'autonomie. C'est de la logique. Et après, bon, le plus long terme, ça va être de faire tout en une seule fois. Parce qu'actuellement, par exemple, à Fremont, actuellement, sur les chaînes de base, on est sur du moulage basique avec des robots et ensuite qui assemblent. Donc là, à Berlin, on passe d'une centaine de robots sur cette tâche à une presse géante qui va pouvoir faire plein de choses. Donc même 8 presses en soi. Ça risque d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus vite pour produire les voitures s'ils arrivent à faire ça. Donc ils font le moule d'un seul coup et pof, la voiture est faite. Donc on aura la chance d'avoir un modèle Y. On aura la chance d'avoir un modèle Y Europe. Donc, les Américains ne l'auront pas. Les Chinois à voir. Mais voilà. Et apparemment, de ce qu'a dit Elon, ça serait toujours il aurait toujours la même forme. C'est vraiment que la structure qui sera changée, si j'ai bien compris. La structure et même il y aura certainement quelques petites innovations technologiques, mais ça, Tesla, à chaque fois, comme l'a dit Munro, Tesla, il publie tant de pièces à chaque fois par mois et il teste toutes les possibilités, toutes les combinaisons pour renforcer en fonction des clients. Et ça, je trouve, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est le but ultime d'Elon, qui est d'abord chef ingénieur, c'est de créer les fameuses machines qui produisent les machines et de chercher l'efficience maximale. Ça rehausse encore le standard. Après avoir fait sa petite balade en Angleterre, d'ailleurs on en a parlé la dernière fois, il s'est arrêté avant de retourner aux US dans un aéroport, alors par exemple, pour prononcer la ville, je ne vais pas tenter, mais dans un aéroport plus loin que Berlin, il a rejoint Herbert Diess, le directeur de Volkswagen Group, où il a testé l'ID3. On le voit, il est content, il teste l'accélération et on sent Herbert Diess en mode bon, alors là, c'est notre véhicule, un petit peu comme dans des émissions où on a le chef et un élève qui apprend. Il parle vraiment du battery pack, où il teste la voiture, il dit que l'accélération est plutôt sympa pour une voiture non sportive. Donc, c'était beau. C'était beau à voir que les deux constructeurs, du coup, le groupe Volkswagen et Tesla, ne sont pas en guerre et sont dans une collaboration sympathique. Et puis, à la fin, on a quand même l'ID4 qu'on voit, donc ce SUV, le prochain SUV de Volkswagen électrique, qui fait son apparition. Donc, voilà. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il a pu se dire en off? Est-ce qu'ils ont profité pour faire un partenariat sur quelque chose? Il y a plusieurs théories qui se lancent là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, on peut voir plusieurs choses. En Chine, pour que la Tesla, la Gigafactory arrive en Chine, ils ont dû faire des partenariats avec Tencent pour avoir des revenus, pour avoir des investissements. Volkswagen, c'est quand même un grand groupe. En Allemagne, on a deux groupes les plus gros, c'est Daimler, donc avec Mercedes, et Volkswagen. Donc Volkswagen, c'est Porsche. Donc la Porsche Taycan, on la compare souvent à la modèle S. Mais maintenant, on voit bien que les constructeurs électriques, enfin du moins Volkswagen et Tesla, ne sont pas en rivalité. Et même Herbert Diess s'est dit, mais en fait, ça sert à quoi d'être concurrent, d'être ennemi, alors que notre objectif, c'est d'évoluer sur l'électrique. Donc pourquoi ne pas s'entraider? On peut voir plusieurs types de partenariats. Est-ce que c'est aussi pour les superchargeurs? Bon, Herbert Diess qui vient, moi, j'aimerais bien avoir des superchargeurs pour mes véhicules Volkswagen. Parce que Ionity actuellement, bon, voilà. Ça avance pas si vite. Ça avance pas si vite que ça. Et puis Ionity, ça doit être à terme 400 stations. Avec en moyenne, ils ont 4 prises. Donc Tesla, ils sont quasiment à 600 stations en Europe avec en moyenne 8 à 10 prises. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer? Moi, je me dis que finalement, le superchargeur, ça pourrait être la seule chose que Tesla et Volkswagen n'ont pas en commun, n'ont pas de leur côté, puisque Volkswagen, ils ont leur plateforme, ils ont leurs approvisionnements en batterie, ils ont leurs propres usines. Mais finalement, ce qui leur manque, c'est ça, c'est le réseau Tesla. Donc, est-ce qu'il y a ce partenariat-là? Apparemment, ils nous ont dit que pour l'instant, il n'y avait aucun partenariat entre Tesla et Volkswagen qui ont été conclus. Je peux aussi le croire. On sait qu'ils sont plus ou moins amis, qu'ils s'entendent bien et qu'ils ont l'habitude de se faire essayer des voitures. Mais bon, en tout cas, ça a quand même fait le buzz. On a vu cette vidéo qui a été tournée spécialement. Ça aurait pu être tout simplement caché, mais là, ils ont vraiment communiqué là-dessus. Et en réponse à ça,
il y a Tesla qui a fait essayer le modèle Y en plus. Ouais, du coup, Tesla a fait tester le modèle Y à Herbert Diess et à son collègue. Et puis, pour Herbert Diess, c'est un très bon SUV. Et Tesla reste une référence pour le monde de l'automobile, surtout dans l'envie d'aller vers l'électrique. Donc, on sent que chacun se dit: «Ah, c'est bien, c'est pas mal ce que vous faites. Ah, bah, vous aussi». C'est bien d'avoir une «bromance» entre guillemets entre les 2 patrons. Et en fait, c'est sympa d'avoir un petit peu plus d'amour Ouais. entre les constructeurs et moins d'être en guerre. Alors que bon, on sait très bien qu'avec l'arrivée de Nicolas, il y a quelques petites tensions, que ce soit autour des communautés et Ou Rivian même. même Rivian. Il y a des tensions avec Tesla, alors que là, avec Volkswagen, qui est un grand groupe, hein, ils sont plus dans de l'amitié. Donc, c'est vraiment très Et cool. c'est ce qu'il cherchait Elon au départ, c'était vraiment de dire on crée la Model S, on crée le réseau de superchargeurs et on a envie de fédérer tout le monde, toute l'industrie autour de nous pour aller vers les énergies renouvelables et la voiture électrique. Est-ce qu'ils ont trouvé un écho avec Volkswagen? On dirait, mais on verra s'il y a vraiment un partenariat ou pas. Est-ce que c'était juste un petit test comme ça? L'avenir nous le dira. Sinon, je ne sais pas si tu as vu à Shanghai, la phase 2 de l'usine est enfin terminée. Ça avance. La dernière fois, on disait bah, c'est presque terminé. Là, c'est terminé. Bon, il y a quelques petites choses à peaufiner à l'extérieur, mais les bâtiments sont terminés. Et là, ils sont en train de faire des tests des machines. Et ils vont lancer la production expérimentale entre octobre et novembre, alors qu'elle devait s'effectuer vers janvier 2021. Du coup, ça explique pourquoi on voyait des modèles Y sur les routes en Chine, sur les camions. Et maintenant, il faut savoir si ce sont des modèles Y qui ont déjà été assemblés à l'usine ou ce sont des modèles Y qui viennent des US. Ouais, pour tester, pour faire voir aux gens, pour commencer à travailler sur la production. Alors, toutes ces questions, tous ces questionnements sur la Gigafactory, les différentes Gigafactories nous amènent à une question qu'on avait fait la semaine dernière. La question était de savoir, à votre avis, est-ce que la Grande-Bretagne est le lieu propice pour une prochaine Gigafactory en Europe? Alors, voici vos résultats. À l'heure actuelle, il y a eu 619 votes. Vous pouvez toujours continuer à voter de toute façon dans l'onglet communauté. 40% ont dit aucune idée pour le moment, ce qui est assez sage de leur part. C'est vrai. Et ensuite, on a plus ou moins ex aequo entre oui car et non car. Il y avait aussi 7% pour autre chose qu'une gigafactory. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde les oui car et les non car, il y a toujours un seul finalement argument qui revient, c'est le Brexit. Alors pour certains, le oui parce que le Brexit va permettre à la Grande-Bretagne d'être plus souple et de pouvoir attirer Tesla à faire des accords commerciaux très intéressants. Et il y en a d'autres qui disent non, ça n'a aucun intérêt d'être au Royaume-Uni parce qu'il va y avoir X% de taxes, de frais de douane pour aller en Europe. Donc le Royaume-Uni est vraiment une mauvaise idée. C'est aussi l'argument de Elon. Hein. Il a dit à cause du Brexit, en partie, on n'est pas allé en Grande-Bretagne parce que ça pouvait créer un problème, une instabilité économique. Donc on verra bien. Et là, j'aurais quand même relevé plusieurs commentaires. Donc François qui nous avait dit donc le Brexit, c'est l'inconnu de l'avenir, donc trop incertain. On a aussi Nicolas qui disait non, car trop de contraintes sur une île pour les livraisons, sans compter qu'ils ne sont plus dans l'Europe. Donc ça, c'était des non. D'un autre côté, on a eu Florian qui nous disait oui, car le Royaume-Uni, c'est le second marché auto européen avant la France. Et c'est un État pro-business avec un faible impôt sur les sociétés, moins de taxes et ils sont aussi en langue anglaise. Même si on sait que Elon parle allemand maintenant, hein, voilà. Il s'est adapté au pays où il implante son usine. Et il sait s'habiller en allemand aussi. C'est vrai. Lors d'une conférence devant ses salariés, donc devant les employés de la Giga Berlin, donc sur le chantier, il a fait une petite conférence, voilà, pour parler, pour remercier, et il s'était habillé de vêtements traditionnels. Ouais, c'est Elon, hein, on le connaît bien, il aime bien. Il adore se déguiser. Il adore danser, il adore se déguiser. On le connaît à force. La question de la semaine, la question de la semaine à venir, va porter, elle, sur Volkswagen, un partenariat entre Volkswagen et Tesla. Donc, on va vous poser la question, est-ce que, à votre avis, il y aura un partenariat entre Tesla et Volkswagen? Toujours pareil, allez dans l'onglet communauté de la chaîne et vous pouvez retrouver la question. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à répondre et encore une fois, à liker et à partager, à vous abonner à cette chaîne si vous aimez nos vidéos review chaque semaine. La suite, Mathias, il y a du nouveau aussi à la Giga 1, c'est ça?
C'est ça. Bon, bah, la semaine dernière, c'était assez mouvementé avec la tentative de hack de la Giga Nevada. Bon, maintenant, on se dirige vers quelque chose de plus intéressant. C'est, vous savez que la Giga Nevada, donc l'usine, la Gigafactory, propose, enfin, est en partenariat avec Panasonic. Et Panasonic arrive avec une nouvelle ligne de production. Alors ça, c'est bien sûr pour répondre aux activités autour des batteries, parce que Tesla a bien sûr des autres personnes qui disent ah, salut, si vous voulez, on peut aussi faire ça, nous on sait faire ça. Et Tesla, on dit, bah, nous on travaille sur ça. Et Panasonic, bon, nous on réinvestit, on va améliorer nos cellules. Donc, on part sur une nouvelle ligne. Aujourd'hui, on est sur du 35 gigawattheures par an en termes de production. Il y a une Euh, 13 lignes, hein, c'est ça, hein. 13 Et ça va lignes, être et une ça va 14e être qui va une être installée. 14e. Donc, on aura plus 10% de capacité. Sur les 2 prochains mois, on aura l'extension du bâtiment. Et vers janvier ou février, on aura normalement le lancement de production avec les installations de la ligne. Et on aura peut-être d'autres actualités pour le Battery Day. Mais on est sur du lithium-ion. Il nous parle de l'augmentation de la densité énergétique. Donc, ils annoncent 5%, c'est ça? 5%. 5% et dans les années à venir, 20%. On n'est clairement pas sur la technologie que va présenter Tesla normalement en batterie D. Donc, on est plus sur de la production pour les modèles 3. Modèle 3, modèle Y et modèle existant. Je pense que ça renforce la théorie selon laquelle, pour l'instant, Tesla va rester avec ces batteries-là pour ses véhicules, on va dire les moins chers, qui se vendent le plus, et qui vont garder les nouvelles batteries pour quelque chose comme le semi ou la version plate de la Model S, des produits qui ont besoin d'une plus grande densité énergétique. Je pense que tout ça, c'est en train de s'emboîter et d'aller dans ce sens-là. Et on nous précise avec moins de cobalt. Le cobalt, ça coûte cher. Le cobalt, c'est un sujet très controversé, surtout sur le point social. C'est pour cela que Tesla rejoint la Fair Cobalt Alliance, donc la FCA, qui est un groupe qui s'engage à promouvoir et à aider les mineurs artisanaux donc, au Congo et de lutter contre le travail des enfants dans les mines de cobalt, ce Il y a qui est très Fairphone, là, je important. viens de voir, là. Oui, Au-dessus, il on y a a. les Ouais. téléphones équitables, écologiques, Fairphone. Ouais. Il y a plusieurs acteurs qui sont dans ce groupe, dans cette alliance, et Tesla fait partie. Et ils vont surtout voir sur là aussi l'aspect environnemental, donc promouvoir des techniques écologiques, reprendre le côté social. Puis ils veulent aussi réinvestir leurs gains dans l'éducation au Congo. Donc c'est un projet à suivre et ça évolue sur l'aspect social du cobalt et des batteries. Il y a un article que je voulais mettre en avant. On le retrouve sur Automobile Propre. Tu peux peut-être le partager ici. Voilà. Donc, c'est une étude qui a été publiée par l'Université technique d'Eindhoven pour le groupe parlementaire des Verts néerlandais et qui est en train de finalement casser les idées reçues et casser les anciennes études qui avaient été faites sur la voiture électrique, qui disaient que finalement, il n'y avait pas de gain, qu'il n'y avait pas de bénéfice à rouler en voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Là, ils ont repris ces études, ils ont repris les chiffres. Je vais vous donner 4 points, pour moi, fondamentaux qui ont été modifiés dans cette étude. Pour eux, les anciennes études exagéraient sur les émissions de CO2 liées à la création de la batterie. Ils sous-estimaient le cycle de vie des batteries. Ils n'avaient pas anticipé un réseau qui était de plus en plus vert et qui intégrait de plus en plus les énergies renouvelables. Et également, ces anciennes études excluaient tout le cycle de vie et tout le cycle de production des énergies fossiles. Les constructeurs disent cette voiture, elle pollue, elle fait 120 grammes de CO2 au kilomètre. Et ils partaient sur ces chiffres-là. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Dans les essais, dans la vraie vie, ils peuvent aller 25, 30, même plus de pourcents que ça dans la vraie vie. Donc, ils ont repris des vrais chiffres et du coup, ils se sont rendus compte qu'une voiture électrique émet moins de CO2 et ce n'est pas simplement un tout petit peu, mais c'est entre 50 et 80% de moins qu'un diesel ou essence à modèle équivalent. Donc c'est vraiment énorme, je trouve. Et il y a plusieurs exemples qui ont été donnés dans cette étude, notamment un exemple par rapport à la Model S comparée à sa concurrente qui pourrait être la Mercedes C220D. Et là, entre les deux voitures, on a, attention, accrochez-vous bien, on a 65% de CO2 en moins sur le cycle de vie complet de la voiture. Donc on prend la création de la batterie, la création de la voiture,
tout son cycle de vie et son recyclage éventuel. Et la Tesla Model 3 émettra 65% de CO2 en moins. Encore plus intéressant, ils nous disent qu'il faut 30 000 km seulement pour gommer ce qu'on appelle la dette écologique de la voiture électrique. Donc, passer les 30 000 km, on va dire 2 ans, 2 ans et demi, hein, la voiture électrique émet moins de CO2 que la Mercedes de classe équivalente. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et par rapport à l'hybride aussi, on a d'un côté la Prius et de l'autre, on a la e-Golf avec la batterie de 38 kWh. Là, c'est 54% de moins de CO2. Toyota qui ne veut absolument pas entendre parler de la voiture 100% électrique, là, on a quand même des données qui montrent que leur voiture pollue beaucoup plus qu'une voiture électrique. Donc, il faudra peut-être qu'ils s'y mettent. C'est comme Renault actuellement qui force avec les hybrides rechargeables, en fait. On en est au même stade. À suivre, mais je trouve que c'était vraiment très intéressant à communiquer. Et si une voiture électrique déjà consomme moins de CO2, émet moins de CO2, elle est aussi plus fiable. Et alors là, on entend tout le temps dire, moi j'entends tout le temps dire sur la chaîne, je ne veux pas de Tesla parce que c'est la voiture la moins fiable, il y a toujours des pannes. Il y a eu cette fameuse étude qui était parue il y a quelques semaines qui nous disait que Tesla c'était la pire voiture du marché, vous allez l'acheter, vous allez tomber en panne tout le temps. C'est même pas la peine. Pour certains, c'est ancré dans leur tête, Tesla ça tombe en panne, ça vaut absolument rien. Ben là, on a une étude qui dit complètement le contraire, peut-être une étude un petit peu plus réaliste, puisque l'autre, elle se basait simplement sur des points de défaut. Et la plupart du temps, quand on rentrait dans la liste de l'article, les défauts de la Tesla, c'était quoi? C'était des gens qui n'arrivaient pas à se connecter avec leur application, qui avaient un problème de Bluetooth pour se connecter à la voiture, quelque chose qui est juste en 5 minutes fait par une mise à jour software. Donc, ce n'est pas vraiment des pannes. Là, dans cette étude, c'est quelque chose de plus sérieux, je trouve. On a 13 000 utilisateurs de voitures, toutes marques confondues, pendant 1 an. Et là, on voit que Tesla, il y a eu seulement 5% de possesseurs de Tesla qui ont eu un problème sur leur voiture. Et donc, ils ont, redis-nous, combien de pourcentage On est à de… 99,4% de fiabilité pour la Tesla Model 3. ce qui est énorme. Et on va reparler encore de la Mercedes. La Mercedes, donc équivalente, ils sont à combien, eux? 87,3% en termes de fiabilité. Donc, le modèle qui est souvent comparé en termes de production, 87,3. Donc, c'est encore en train de casser une idée reçue comme quoi la Tesla, elles sont tout le temps en panne, que ce n'est pas quelque chose de fiable du tout. Là, on a une vraie donnée. Donc oui, les Tesla, non seulement ça émet moins de CO2, mais en plus, visiblement, ça tombe moins en panne. Alors juste avant, on vous parlait de l'importance des énergies renouvelables dans le réseau pour pouvoir calculer l'empreinte carbone d'une voiture électrique. Et il y a du nouveau aux États-Unis, notamment avec des nouvelles batteries qui sont installées pour pouvoir stocker les énergies renouvelables. On vous l'a dit, la batterie, c'est vraiment le Graal. C'est vraiment l'intérêt vraiment d'Elon Musk et de Tesla pour la transition écologique. La voiture, c'est pour moi simplement un prétexte. Et là, on voit qu'il y a encore plus de batteries qui sont installées. Après la plus grosse batterie au monde qui a été installée en Australie par Tesla, qui avait 100 MWh de stockage, là, il y a un nouveau projet qui s'appelle le projet Gateway par LS Power, qui a été installé à San Diego et qui est devenu donc la plus grosse batterie au monde. Et pas qu'un petit peu, puisqu'elle est 2 fois plus grosse que la batterie d'Ornsdale en Australie. Là, on parle de 230 MWh pour 230 MW de puissance. Ça a été multiplié par 2, mais là, ça a évolué vraiment super vite, tu vas voir. Il y a Vistra Energy, qui est aussi basé en Californie, qui a reçu un permis pour, attention, le chiffre, c'est 6000 MWh de stockage. Alors, 6000 MWh, c'est 1/6 de la capacité de production actuelle de la Gigafactory 1 de Tesla. Alors, pour l'instant, la phase 1, ça va être 300 MW de puissance qui pourra donner 4 heures d'énergie puisque ça sera 1200 MWh de stockage. Et ces batteries gagnent de l'argent. On avait déjà rapporté il y a quelques semaines le fait que la batterie d'Ornsdale avait gagné beaucoup d'argent. Donc là, on a une batterie beaucoup plus petite qui est aussi en Australie, qui utilise les cellules Tesla. Ça s'appelle Gamawara System, donc en Australie. C'est une petite batterie puisqu'il n'y a que 30 MWh et 30 MW de puissance. L'intérêt, c'est de pouvoir acheter l'énergie lorsqu'elle ne coûte rien, finalement, même de la produire. Ça ne coûte rien de la produire et de la revendre une fois que le coût de l'énergie augmente. Donc, on achète à faible coût ou on produit nous et on revend une fois que ça coûte très cher. Donc, c'est comme ça que les batteries ont un intérêt économique.
et économique et pour le réseau, pour pouvoir faire des appels d'énergie qui empêchent de mettre en route des centrales à charbon ou des centrales à gaz. Donc l'intérêt, il est là. En moyenne, cette batterie génère 500 000 dollars australiens par mois. Et il y a même en un jour un peu exceptionnel, mais bon, ça a eu lieu quand même. Elle a gagné, c'était le 31 janvier, ils ont fait 480 000 dollars en une journée avec cette batterie parce que ce jour-là, le prix de l'énergie était particulièrement important. Donc, ils gagnent de l'argent avec ces batteries. Donc, de dire que les énergies renouvelables, ça coûte cher et que ça rapporte rien, c'est pas totalement vrai. On a vu la semaine dernière aussi que l'éolien offshore était vraiment très compétitif et que finalement, les énergies renouvelables coûtent moins cher aujourd'hui que la production par énergie fossile, que ce soit par nucléaire, gaz ou charbon. Et maintenant, en rajoutant cette dernière pierre qui est la batterie, on a encore une efficacité supplémentaire et en plus, on génère de l'argent. Donc, les énergies renouvelables ont vraiment maintenant le vent en poupe. Et ça m'amène à un autre projet qui est là, relayé directement avec Tesla, puisque en Australie, hormis les grosses batteries gigantesques qu'ils installent, ils font aussi du résidentiel. Et ils ont pour projet de faire ce qu'on appelle un VPP, donc c'est une Virtual Power Plant. C'est un réseau virtuel de maisons qui sont interconnectées et on crée un réseau, parce que chaque maison a la particularité d'avoir des panneaux solaires sur le toit et d'avoir un Powerwall en secours pour stocker l'énergie. Donc on voit là certaines maisons qui ont été installées de panneaux solaires Tesla et de Powerwall. Ils en ont installé pour l'instant 4100 sur les 50 000 dans la nouvelle phase. Alors, il y a des logements privés, des logements sociaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les logements sociaux publics, eh bien, ils ont une installation solaire de 5 kW qui est offerte, avec un Powerwall qui est aussi offert. Et ces personnes ont une ristourne de 21-22% sur leur prix, leur facture d'énergie. Donc, ça aide aussi les gens qui sont dans le besoin. C'est vraiment très important. Mais voilà, on produit l'énergie, on la stocke, on la revend, on la consomme avec la maison ou la voiture électrique. Donc tout ça prend forme et c'était des choses que l'on pensait impossibles il y a encore quelques années. On voit bien que les mentalités évoluent, les technologies évoluent et c'est super important et super intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? C'est sympa de voir qu'on a cet effet virtuel qui se met en place. Il y a vraiment Tesla qui arrive à avoir du pouvoir. En fait, Tesla prend du pouvoir en Australie. J'ai l'impression, entre la batterie de Hansdale. Bon, après, on a aussi Neoen qui est là-bas, donc une entreprise française. Euh, on a aussi l'autre projet de Neoen avec peut-être Tesla. La question aujourd'hui, c'est comment Tesla va réussir à concurrencer un nouvel acteur qui arrive sur le marché, Lucid, donc Lucid Motors, qui propose aussi, ils vont proposer ce type de service avec du stockage. Donc on verra bien ce duel et comment Tesla va mettre sa stratégie en place pour prendre la plus grosse partie du marché. On va reparler de Lucide parce que tu étais en live hier soir. Ça va pas Effectivement. trop fatigué d'ailleurs par rapport au Ouais, live qui était assez tard, hein. ça va, coucher 3 heures, lever à 7 heures. Bon, ça, t'es quand même frais pour nous, pour le Ça live, va, ouais. pour la vidéo d'aujourd'hui. On t'en remercie. On va en reparler tout de suite. Mais d'abord, on va parler un petit peu de SpaceX peut-être. Oui, c'est parti, on parle de SpaceX. On vous avait parlé de SN6 qui devait effectuer un saut. D'ailleurs, on disait normalement, bon, on voit qu'on a SN6, donc un prototype de Starship qui a effectué son saut. Laisse-nous bien la vidéo en entier qu'on puisse voir. Donc ça, Et c'est le donc, même saut que SN5 la dernière fois, hein, plus ou moins, hein. ouais, c'est le même saut que SN5. On est sur du 150 mètres. Elle est On belle a un l'image là, à Raptor. l'intérieur, là, on voit, on Et voit le truc il dessus. s'est passé quelques petites choses. Alors déjà, on a eu un problème d'incendie à la fin. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas eu de choses. Mais alors, en fait, il y a un pied qui n'a pas résisté. Ah, Et donc, il était oblique. Donc, peut-être que la combustion, enfin, du coup, la flamme de sortie a dû dévier sur le côté. Mais les installations pour éteindre le feu étaient présentes et ça a marché. Donc, voilà. c'est pour ça qu'il est de biais un peu le. Un Ouais, c'est ça. Il est un petit peu bon. petit Il peu est pas bancal, mon droit. cher. Il est bancal. Après, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais le problème, c'est que ces pieds, pour aller sur Mars, ça va être compliqué. Il faut se rassurer. En fait, les pieds qui sont actuellement sur SN6 et SN5, ce ne sont pas les pieds finaux. En fait, c'est juste là pour dire d'avoir quelque chose. Et sur les prochains prototypes, déjà sur SN8, on est sur des choses vraiment plus, plus massives. On est sur des pieds plus massifs. Et à la fin, on aura avec un auto-nivellement. Donc, en fait, on aura en Hmm. fonction.
du terrain, le Starship va s'adapter. Donc, à voir et on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'on a eu des nouvelles de SN7.1? Est-ce qu'il a explosé ou pas? SN7 est arrivé il y a quelques jours sur le pad B. Mais pour l'instant, ils vont bientôt le mettre sur le pad. Et puis, on aura un premier test dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ensuite, on aura d'autres tests la semaine prochaine. Et c'est à ce moment-là où on aura une explosion. Parce que faire un test avec une explosion dans la nuit pendant le 11 septembre aux États-Unis, c'est pas la meilleure des idées. Il faut mieux attendre. Et donc, on verra bien. Et l'objectif, c'est de tester la pression maximale de ce réservoir SN7.1. Et alors, elle est super intéressante cette photo, je trouve. Pour ceux qui nous écoutent, on a une photo au premier plan, on a le SN7 et derrière, on voit le site de Boca Chica. Alors, il y a des hangars et il y a des cônes. Il y a des cônes sur le côté Ouais. là. Ça peut être C'est des nose cones. les nez pour le Starship, ça. Ouais, c'est des nez pour le Starship, voire même on peut penser à un nez pour simuler le Starship sur Super Heavy, donc sur La les partie prototypes. habitée, ouais. Donc on verra bien, mais ils ont quand même pas mal de nose cones, donc de nez qui sont là, qui attendent d'être mis. Ouais. Et puisqu'on parle, Et on voit très bien le high bay là ouais, on dont voit le on high bay, parlait. C'est immense, hein. c'est immense. Il y a un an, aller sur Street View, il n'y avait rien, il n'y avait que dalle. Hein. C'est immense cette construction. Ça fait 80 mètres de haut. C'est ça qui fait 80 mètres? 81 mètres, ouais, 81 81 mètres. mètres. Waouh. On voit que le tout, enfin, pour l'instant, le high bay n'avance pas des masses. On était en mode, bon, peut-être cette semaine terminée, non. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu ils n'ont pas encore reçu les autres éléments. Ils sont en train de travailler sur le toit et on verra bien ce qui va se passer. On a d'autres sections qui arrivent parce que beaucoup de personnes me diront où est le prototype de Super Heavy. Pour l'instant, on ne connaît pas son nom. On a SN8 qui est en cours d'assemblage. Prochainement, on a SN9 qui est un autre prototype qui est aussi en cours d'assemblage, donc sur des parties. On a SN10 et maintenant on a SN11 et là on a même une section inconnue. On ne sait pas à qui appartient cette section, donc on verra bien. Là on a cette section de SN11. C'est vraiment super propre, hein, les soudures et tout ça là. Et puis on verra bien. On n'a pas le nom encore, donc on attend Elon. Et sinon au niveau du pad orbital, donc là où ils vont effectuer les vols orbitaux ou même les tests avec Super Heavy, ça avance assez bien. On a déjà quatre pieds, enfin du coup les 4 piliers de la plateforme qui sont mis. On a les 2 structures restantes qui sont formées. Il ne reste plus qu'à glisser ces piliers. Donc ça, c'était vraiment le tour autour de Starship et des évolutions à Boca Chica. Tu sais très bien que SpaceX, ils n'ont pas que Starship en projet. Balance des satellites dans l'espace. Ouais, c'est ça, c'est juste pour s'amuser, c'est dire waouh, on a envoyé des satellites. SpaceX a annoncé qu'on arrive à des débits donc download, donc descendants, à 100 mégabits par seconde. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est au minimum de la fibre. Par exemple, quand on met une vidéo sur YouTube, c'est de l'upload, et là, on n'a pas encore des chiffres clairs, mais on est aux alentours des 40 mégabits par seconde. Et pour le ping, on arrive, donc le ping, c'est la latence, à 30 millisecondes en dessous de 30 millisecondes. L'objectif, c'est 20 millisecondes. Et pour lutter, pour avoir un ping qui sera plus performant et plus bas, c'est pour cela que SpaceX a lancé une demande à la FCC, donc c'est la Federal Communications Commission, donc qui s'occupe, en gros, c'est le gouvernement, c'est l'espace du gouvernement qui contrôle tout ce qui est lié aux ondes, aux communications, aux satellites sur le territoire et dans l'espace. Et ils demandent à la FCC de déployer leurs prochains satellites, les satellites restants, en dessous de 540 km d'altitude. Aujourd'hui, on est entre 540 et 570 km. Alors, ça sert à quoi de les mettre plus bas? Si on a des satellites un petit peu plus bas, on a besoin de développer, d'envoyer moins de satellites. Oui. Et plus que nos satellites sont plus bas, ils sont moins visibles à l'œil nu. Et donc, puisque le Soleil, en termes de durée, le Soleil ne peut pas taper sur un certain delta T. Ouais, parce qu'ils passent plus vite, c'est ça? S'ils sont plus bas, au plus on s'éloigne de la Terre, au plus il faut en mettre parce que le diamètre augmente. Donc au plus on est bas, au plus ils vont orbiter rapidement et au plus ils seront compacts en fait. Donc au moins il va en falloir. C'est ça la logique, si je comprends bien? Ouais, la logique, c'est d'avoir vraiment une toile. Je ne sais pas si tu sais, si tu as vu un petit peu. Tu sais, les satellites, du coup, ils vont devoir communiquer entre eux. Ouais.
pour envoyer des datas, pour envoyer des données, pour ensuite faire tout leur transfert. Et là, ils arrivent avec des lasers à atteindre l'envoi de données à plus de 100 gigabits par seconde. Ouf. Donc, c'est une vitesse très impressionnante. Et actuellement, ils sont en train d'effectuer des nouveaux tests sur des zones et des plateformes terrestres, parce qu'il faut bien sûr des antennes relais pour communiquer. On a dépassé les 700 satellites en orbite. 800 satellites, on arrivera à la bêta ouverte aux US, du moins dans le nord. C'est quoi? C'est encore 2 lancements et c'est bon, quoi. C'est ça, ouais, c'est 2 lancements, parce que par lancement, on a 60 satellites par lancement, donc c'est des grappes. Et puis voilà. Alors, le dernier gros point d'actualité, ça a été Lucide. Donc, comme j'ai dit, tu étais en live hier. Moi, Ouais, je dormais. Je n'ai pas suivi du tout. Est-ce que tu peux nous faire un débriefing du coup de je ce vais qu'ils ont faire un débrief raconté? très clair, très simple, parce qu'il y a plein d'informations, mais là, je vais vraiment parler du simple. Bon, là, en fait, le design lucide, il est très aérodynamique. Ça reprend des concepts de F1, parce que le monsieur qui est au lead du département aéro, et ben, c'est un Français et il travaillait chez Red Bull Racing, donc l'écurie de F1, donc c'est son truc, hein, c'est son dada. Sur le coffre avant de cette Lucide représente un volume le plus important sur les autres véhicules. Ils nous ont parlé du design. Pour eux, leur voiture est là comme de l'art. Ils travaillent sur les nuances, ils travaillent sur la matière. Elle est belle à l'intérieur, hein. Elle est belle. Après, on n'est pas du tout sur le divertissement. Ouais. On est vraiment sur de la conduite. On est, par exemple, sur des trucs plus businessman, businesswoman. Après, ils nous ont parlé d'un truc, c'est waouh, 360 degrés surround avec des basses dans tout l'habitacle. Perso, je n'ai pas trop envie de dépenser cet argent pour juste écouter de la musique. Là, sur ce point, c'est inutile, je pense. C'est dommage pour eux qui n'ont pas accès, enfin, qui ne donnent pas accès à Netflix ou autre. Sur les applications, bah, c'est comme Tesla. Après, par contre, innovation importante, c'est qu'il y a une caméra Face ID, donc reconnaissance faciale, Oh. qui permet de reconnaître le profil et la personne. Donc, tu sais, dans ta Tesla, tu sélectionnes ton profil. Bah là, Ah c'est ouais. automatique avec C'est qui rentre le dans la Face ID. voiture. Voilà, donc le monsieur il est détecté, ça fait Welcome Peter, bienvenue Jérémy. C'est pas Et mal. du coup, ça affiche. Après, en L- termes. Oui, L'autonomie, c'est quoi alors du coup? Quelles sont alors les l'autonomie. infos par rapport à cette voiture? En fait, il y a plusieurs gammes. On est sur des prix, pour l'instant, allant de 80 000 dollars à 160 000 dollars environ. On est sur les prix les plus faibles. Pour l'instant, ils ne sont pas en production et peut-être verront jamais le jour, parce que les usines n'ont pas l'air ultra scalables. Il doit y avoir quelques petits problèmes. Ils sont vraiment sur des générations anciennes. Ça me fait penser beaucoup au début de Fremont. Donc, on n'aura pas de modèle vraiment accessible à tous. Eux, leur objectif, c'est de C'est produire en masse ou de rester quand même dans le luxe avec des voitures en faible série? Enfin, là, ils sont vraiment sur du luxe et la quantité, c'est pas leur truc. Ils l'ont dit, s'ils devaient mettre un an à faire la perfection pour construire une voiture, une unité, bah, ils mettront un an et tant pis. Hmm. Voilà. Donc après, ce qui est important à souligner, c'est que les financements, ça vient des fonds saoudiens. Donc on voit bien que la Oui, c'est eux qui cible. avaient réinjecté de l'argent, je me rappelle, à un moment où on disait que le CID allait disparaître et qu'il y avait cette histoire comme quoi Elon voulait privatiser Tesla avec un fonds saoudien. L'argent était parti finalement, c'était quasiment 1 milliard de dollars, hein, je crois, qui était parti chez Lucid. Et du coup, pour revenir à l'autonomie, on est entre plus de 600 km en fonction de la gamme, jusqu'à plus de 800 km, donc Wow. environ 830. Là, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas sur la technologie batterie, parce que comme on le voit, en fait, c'est des simples cellules comme chez Tesla, donc c'est du lithium-ion. Ils ont juste un petit peu plus de silicium, on en a parlé la dernière fois. Par contre, là où ils bossent vraiment, c'est sur l'aspect efficient entre la batterie et les moteurs. Hmm. Parce que nos chers amis de chez Lucide, en fait, ils sont en Formule E et c'est eux qui produisent les battery packs des Formule E. Donc, le championnat D'accord. en fait, on a la Formule 1, on a la Formule E. La Formule E, c'est une monoplace électrique. Là, je C'est les eux avais qui vus il y développent a ça. quelques années. J'avais vu la première édition à Monaco. Ah, ouais. Hmm, 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 hmm. Et depuis, ça a changé maintenant. Ah, ça a changé parce qu'avant, il fallait sortir de la Il y avait voiture. il y avait deux Ouais, voitures à ce moment-là. Il il fallait y avait deux sortir et voitures. changer de voiture. Je crois que maintenant, ils font tout ça en une seule fois, il me Ouais, semble. maintenant, il n'y a plus ça. Et ils nous ont quand même fait voir sur Ça, c'est les moteurs. c'est les moteurs. Et on voit Lucide, on est à 670 Et version la plus celui haut de gamme. au-dessus, American EV Brand, Ça va c'est être pas Tesla, Tesla. ça? Ça va être Il Tesla. ressemble un petit peu quand même. Et, euh, et là, ils nous font voir un truc important, c'est qu'on est sur du 9,1 horsepower, donc on est Chevaux. sur du 9,1 chevaux par kilogramme
ça fait 9,1 par kilogramme chez Lucid. Chez Tesla, on est à 3,2. Chez les autres, c'est du 3,1. Donc compact, est-ce que c'est Tesla en modèle Y, modèle X? Et après, on est sur Porsche, certainement 2,6 chevaux par kilogramme. Ils ont travaillé sur l'aspect moteur, mais bon, les gars, ils récoltent tellement de données grâce à la Formule E que pour eux, c'est facile en fait à développer. Alors que Tesla ne sont pas encore en sport auto et ils n'ont pas trop envie. On a vu une vidéo où la Lucid a dépassé la modèle S la plus performante, et ils leur ont mis la misère au quart de Ouais, mile. sur les capteurs, on est sur du lidar, du radar, pas de caméra. Donc, on n'est pas du tout sur de l'autopilote pur. On est sur du niveau 3. Donc, reconnaissance, affichage, autopark. Ils n'ont pas les mêmes objectifs de Tesla. C'est plus de l'aide à la conduite que de l'autonomie comme Tesla, où là, on veut des véhicules 100% autonomes. Ils ont présenté un truc très important, le V2G, donc la charge bidirectionnelle, permettant d'alimenter, par exemple, le réseau de missiles. Et même, ça, on l'attend toujours chez Tesla, ce fameux V2G. C'est ça. Donc, on verra bien ce qu'ils vont nous annoncer pour répondre à Lucid avec la modèle S-Plaid, peut-être, aux batteries day. Et là, ils peuvent même charger les voitures entre elles. C'est ça. Ils peuvent aussi recharger notre Lucid. Alors, ils nous ont dit, ils nous ont fait voir une Lucid, mais ça peut être peut-être un autre véhicule, ils ne nous ont pas précisé. Mais voilà. Donc, c'était un point assez important. Et quand on parlait tout à l'heure des batteries, ils ont eux aussi un sorte de Powerwall. Il est chouette. Il est chouette, hein, il est beau. Et ensuite, on nous a présenté les grosses batteries comme on voit à Hansdale, comme ce que Tesla produit. Powerpack. Donc, avec les Powerpack. Et chose importante, c'est que le réseau électrique, on est sur du Electrify America. Et si vous achetez maintenant aux US, donc c'est 3 ans de charge illimitée. Et sinon, je ne t'ai pas dit, mais sur la recharge, on est sur une puissance de 300 kW maximum. Chez Tesla, actuellement, on est sur du 250 kW. Mais par contre, j'ai envie de dire, à voir surtout la durée de vie des cellules. Parce que c'est bien de mettre du 300 kW. Mais le pic, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est vraiment la courbe de recharge qu'il faut regarder dans son intégralité. Donc, on nous a donné des chiffres, mais maintenant, c'est à voir si la dégradation des cellules, parce que chez Tesla, on sait bien que ça marche bien, que les cellules, si on en prend soin de la batterie, c'est parfait. Est-ce que chez Lucid Air, on n'aura pas sur la Lucid Air, on n'aura pas de problème avec les cellules en fonction du watt qu'on charge. En tout cas, ça a l'air d'être quand même du sérieux chez Lucid. Là, on voit leur usine. Ils sont vraiment lancés, quoi. Ils commencent à livrer quand les voitures, tu as dit ? Alors, la première édition la plus chère, c'est Spring 2021, donc printemps 2021. Et à chaque fois, ça s'étalonne. Il y a des modèles, il y a des éditions qui verront peut-être jamais le jour parce que, comme je t'ai dit, ça dépend de la scalabilité de leur usine. On est sur de la tech assez ancienne, je trouve, avec ce qu'on voit avec les robots. Et puis, c'est pas mal. Après, attention, Lucid a quand même beaucoup provoqué un petit peu la concurrence. Chez Tesla, avec le Cybertruck, ils ont fait voir Porsche. Et puis, voilà, il n'y a pas eu de provocation, sauf Ford, parce que Ford, bon, ils font pas... électrique, c'est pas trop leur envie non plus, même si ça commence à se propager. Là, chez Lucid, ils envoient des petites punchlines aux concurrents et ça peut. Il doit faire attention parce que Electrify America appartient à Volkswagen. Donc, s'ils commencent à chauffer Volkswagen, voilà, ça peut partir à tout moment en cacahuète. Sinon, sur le design 3D sur le site, ils proposent vraiment quelque chose d'immersif où vous pouvez changer, ouvrir les portières, faire le tour du véhicule en 3D. Et si vous allez dans un shop aux États-Unis Lucid, vous pouvez sélectionner les couleurs intérieures avec un casque VR. En fait, on vous met dans une simulation de siège, comme si on était dans l'habitacle, et vous mettez le casque VR et vous avez... globalement, vous pouvez admirer les couleurs, les nuances. Voilà, donc c'était la Lucid Air. Maintenant, à voir ce qu'ils vont vraiment nous proposer, à voir la scalabilité. Ils ne sont pas dans l'objectif de créer des modèles beaucoup plus abordables. Le prochain projet, c'est le projet Gravity, qui est un SUV qui se rapproche beaucoup de Rivian, je trouve. On a des images de ça ? On l'a vu passer quelques minutes. Je vais mettre pause. Donc, ça fait un SUV très californien, je trouve, tu vois. Ça fait un petit peu... À l'arrière, ça fait très plage, très surfeur. Ouais, c'est vrai. Ça fait tout en vert derrière, oui. Et oui, parce que tout le toit est vitré. Est en verre. Après, la Lucid Air est interprétée comme une rivale à la modèle S. Tesla, en fait, aujourd'hui, Tesla a juste à répondre sur la branche énergie de Lucid.
sur ensuite la vitesse de construction des Gigafactories, parce que Lucid a commencé à dire « Ah bah nous, on a construit notre usine en temps et on a été les plus rapides ». Bon, maintenant, on verra bien avec la Giga Texas et avec la Giga Berlin, ce que Tesla va nous faire voir. Et ils doivent aussi répondre sur les performances de la S avec le V2G. Et puis, c'est pas mal. Hein. Ouais. Il y a plein de choses Non, à voir. c'est une bonne voiture et puis c'est bien que Tesla ait de la concurrence de modèles qui viennent vraiment les bousculer un petit peu parce qu'ils ne peuvent Mm. pas rester comme ça, toujours avoir 15 ans d'avance sur tout le monde. Ouais. Donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est bon pour la concurrence en général. Si Tesla, avec la S, l'actualisation de la S, arrive à proposer quelque chose de plus performant pour le prix, pour un prix moindre, Ils peuvent les tuer dans l'œuf. ils peuvent les tuer. Mais après, tout dépend des profils des acheteurs. Parce que là, tout va se jouer à l'image de marque. Si Lucid renforce son image de marque à la Ferrari, avec juste À la en Porsche, quelque arrivant, chose de luxe, ouais, vraiment quelque de chose de luxe, luxe, Porsche, Bentley, Mercedes, c'est ça. choses comme ça. C'est vrai qu'on Voilà. voit que c'est beaucoup plus luxueux. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour des news de la semaine. Il y en avait beaucoup. Mm. Sur quoi est-ce que tu bosses comme vidéo? Quelle est ta prochaine vidéo? Et bah, j'avais bossé sur Walt Disney il y a quelques jours avec Epcot et Elon, Tesla. J'avais parlé de beaucoup de choses autour de ces deux personnages, de l'aspect entrepreneurial. Et là, samedi, vers 11h, j'ai une vidéo qui sort et on parle de Tesla en sport automobile, de son avenir. Est-ce que Tesla arrivera en sport automobile? Donc, ça colle un petit peu avec le sujet qu'on a parlé avec Lucid et la formule électrique. Donc, est-ce que Tesla arrive en sport automobile? On verra bien. Et j'en parle sur ma vidéo qui arrive prochainement. Ok, d'accord. Moi, je vais avoir une vidéo sur la visite de SAP Labs à Mougins où ils ont des panneaux solaires sur leur toit, ils ont des panneaux solaires dans leur parking, ils ont plein de bornes de recharge. Donc, on va voir comment cette entreprise est à fond dans la mobilité électrique et dans les énergies renouvelables. Donc, on va voir ça. Et normalement, dimanche, il y a une sortie Tesla avec le groupe PACA. Donc aussi, je pense que je pourrais filmer, faire une petite vidéo là-bas. On fait un petit road trip dans le Var, il me semble. Donc ça pourrait être assez intéressant. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé comme d'habitude, merci de la liker, de la partager, de vous abonner. Mettez-nous des pouces en l'air si ça vous plaît. Et puis j'ai vu qu'on a nos premières notes aussi sur iTunes. Donc si vous nous écoutez sur les plateformes et que vous voulez nous mettre un 5 étoiles sur 5, ça serait assez sympa. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez aussi aller voir la boutique qui est en description. Si on a des t-shirts, des mugs, ça pourrait être, si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans le monde d'Elon. Salut Mathias. Allez, bye.